Je voudrais juste dire à tout le monde qu'à partir de maintenant, l'enregistrement est commencé. Vous pouvez toujours essayer vos microphones si vous le désirez. Pendant les présentations, pendant la première présentation, les microphones vont être fermés. Pendant la deuxième présentation, les microphones vont rester ouverts. Il y a probablement des interventions qui vont être demandées assez régulièrement. Toujours possibilité d'utiliser le clavardage, évidemment. Bonjour tout le monde, je rappelle encore une fois que vous pouvez vérifier vos microphones jusqu'à ce qu'on commence. Ça devrait commencer d'ici très peu, quelques minutes. Bonjour Julius. Ok. Oui, alors si normalement vous devriez tous m'entendre, on va vérifier ça un petit peu plus tard. Ici, ok. Donc, on est, comme je dis, à quelques minutes de commencer. Il reste encore des personnes qui doivent se joindre à nous. Ça devrait pas tarder, dans une minute. On va pouvoir quand même commencer. Je me demande toujours, est-ce que vous aimeriez que je mette un petit peu de musique en attendant, comme ça, lorsqu'on attend que ça commence? J'ose jamais le faire. Je l'ai dans l'idée, mais je me dis des fois, ça devient ennuyant d'entendre cette espèce de petite musique-là. Oui, d'accord. Alors, j'y penserai pour la prochaine fois. Parce que c'est toujours un peu bête. On se demande si c'est parce que notre système ne fonctionne pas, mais
C'est ça, ça permet de savoir si notre son est correct. Je vais essayer de trouver une petite musique un peu ennuyante. OK. Bonjour, monsieur Potvin. Tu peux vérifier ton micro si tu le désires. Donc, je comprends que tu m'entends. C'est déjà une bonne chose. Euh, on est pratiquement complet. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent assister, qui vont devoir utiliser la vidéo. Ils sont trop occupés. OK. Donc, il est 11 heures et on peut commencer dès maintenant. Donc, alors, je vous souhaite bien le bonjour. Je vais peut-être mettre ma caméra pour cette fois-ci, juste pour vous dire bonjour. Donc, bonjour et bienvenue à l'atelier de la CCP. Alors, j'aimerais dans un premier temps rappeler que l'atelier est enregistré, de même que les interprétations. Pour ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation, vous devez toujours utiliser les microphones de votre ordinateur pour faire une intervention. Lorsque vous intervenez, et ça c'est pour tout le monde, pour faciliter le travail des interprètes, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen, si vous voulez, qui n'est pas excessivement rapide. C'est toujours un petit peu difficile de définir ce qu'est un débit moyen. Enfin, j'aimerais remercier notre commanditaire SDI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil webconférence VIA. Cette quatrième série d'ateliers porte sur le design pédagogique en général. D'une durée d'à peu près 10 à 15 minutes chacune, les présentations seront suivies d'une période de questions. D'abord, Isabelle Lafontaine abordera le thème des pratiques de conception flexible et collaborative dans des contextes de mouvements rapides. Après une période d'environ 30 minutes, Madame Eslah présentera ensuite le deuxième thème, collaborer avec les formateurs pour éviter qu'ils ne s'approprient les cours que vous avez conçus. Passionnée de l'apprentissage sous toutes ses formes, Isabelle Lafontaine est conseillère en gestion des savoirs chez ADDIE Expertise. Spécialiste en design de formation, elle développe depuis près de 15 ans des stratégies et des activités de formation sur mesure, traditionnelles, multimédia et ludiques, pour les clientèles du secteur privé. Excusez-moi, ça m'a un petit peu dérangé de voir changer l'écran. Bon, alors je reprends. Elle développe depuis près de 15 ans des stratégies et des activités de formation sur mesure, traditionnelles, multimédia et ludiques, pour les clientèles des secteurs privés, gouvernementaux et paragouvernementaux, en contexte de changement technologique, culturel ou organisationnel ou de croissance. Elle apprécie particulièrement accompagner les organisations qui souhaitent miser sur le savoir de ses membres pour mettre en place une organisation apprenante. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Lafontaine. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouviez me Oui, faire un maintenant. petit signe? Merci, parfait. Alors, bien, merci beaucoup, Carole, pour la présentation. Oui, donc, je suis Isabelle Lafontaine, conceptrice pédagogique. Je travaille chez ADDIE Expertise. Pour présenter rapidement là, à quel endroit j'œuvre, nous sommes une petite firme de formation. Je dis petite, c'est complètement faux. Nous sommes une belle firme de formation qui œuvre à Québec, Montréal, Laval, Outaouais. Nous donnons
nous sommes dans le domaine de la formation. Nous avons des centres de formation qui offrent des cours à la fois en TI, en bureautique, dans plusieurs domaines, mais j'œuvre pour ma part du côté du service conseil, où nous sommes une équipe de conseillers en gestion des savoirs. On a un groupe en transformation organisationnelle et nous avons des conseillers en technologie de l'information. Tout ça pour me présenter brièvement, vous raconter qu'effectivement, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'œuvre en conception pédagogique. Et mon titre maintenant, c'est conseillère en gestion des savoirs et j'aimerais faire un petit aparté sur cette terminologie-là pour un peu servir de préambule à la présentation que je vais vous faire. Le conseil en gestion des savoirs, pour moi, c'est comme une évolution de mon rôle de conceptrice pédagogique. Dans les dernières années, je me suis particulièrement intéressée à voir comment mon rôle dans une organisation en tant que consultante, parce que c'est ce que je fais, je vais chez des clients pour les aider dans le domaine de la formation, mais comment au-delà de la formation, je pourrais avoir davantage d'impact sur le développement des individus auxquels s'adressent les formations que je développe pour eux. Donc, en plus de répondre aux besoins de formation, j'en suis venue à m'intéresser davantage à la gestion des savoirs dans l'organisation, ce qui veut dire pour moi, comment je peux faire fructifier d'une part les savoirs qui sont en place, comment je peux faire circuler les connaissances des individus, mais aussi les connaissances collectives. Comment est-ce qu'on peut faire émerger les connaissances implicites? Parce que souvent, on va aller former sur de l'explicite, mais tout ce savoir-là implicite qu'il y a dans l'organisation, comment on peut les faire émerger puis les rendre un peu plus visibles? Aussi, je m'intéresse beaucoup au transfert de connaissances, à constituer des banques de savoir. Je travaille sur la mémoire organisationnelle. Bref, avec mes collègues, on explore différentes avenues. Le terrain de jeu est vraiment vaste, puis il reste encore beaucoup en la matière à faire. Pour finir ma présentation, plus particulièrement en domaine de gestion des savoirs, je m'occupe de la pratique chez AFI de transfert de connaissances. On a développé une démarche qui s'appelle « À la trace ». C'est un programme qui permet notamment d'aider les organisations à faire face aux défis de la relève. Mais aussi au départ massif. On sait que démographiquement, dans les années qui s'en viennent, il y a des départs à la retraite qui ont déjà commencé et qui s'annoncent là, s'en venir de plus en plus. Donc, c'est un programme qui aide les organisations à faire face à ça. Et sans que ce soit l'objet de ma présentation, c'est une démarche qui représente bien un exemple des approches flexibles et collaboratives dans des contextes de changement dont je vais vous parler. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous en glisser un mot ou deux. Je me rends compte que j'avais sauté cette page. Alors aujourd'hui, mon objectif avec vous, ça va être de vous partager quelques réflexions qui sont issues de ma pratique et de mes expériences, considérant que mon travail au quotidien, ce n'est pas nécessairement de réfléchir à ma démarche ni de la documenter et pas non plus de faire des recherches pour l'améliorer. Ma présentation se veut vraiment humblement un partage de mes réflexions, de mes expériences qui sont issues de ma pratique des dernières années. Et pour bien comprendre la source de cette expérience-là, précisons que j'œuvre la plus grande partie du temps en clientèle. Je suis basée à Québec, donc très souvent, mes clients, c'est le gouvernement, quoique dans les dernières années, on comprend qu'au gouvernement, ils sont un peu frileux. Il y a un peu moins de contrats qui sont octroyés, mais quand même, ça représente une bonne partie de mon travail. Mais j'œuvre aussi dans des organisations privées. J'œuvre souvent dans des contextes d'implantation technologique, parfois pour aider des équipes qui sont déjà en place à répondre à des demandes de conception ou pour les aider à améliorer leurs propres pratiques. Avant d'aller plus loin, je serais intéressée à savoir parmi l'auditoire, à main levée, quels sont ceux qui travaillent en conception en entreprise? Est-ce que vous pouvez m'indiquer par une petite main levée s'il y a des gens qui, un peu comme moi, font de la conception d'entreprise? OK, je ne vois aucune main. Est-ce que vous êtes plutôt en université ou en institution éducative? Une, deux, oui,
ça s'affiche un peu plus. Et par clavardage, est-ce qu'il y a d'autres contextes dans lesquels vous travaillez en entreprise? Oui. OK. Ben, j'espère en tout cas que mes réflexions vont pouvoir trouver écho dans ce que vous vivez dans vos différents contextes. Je vous présente donc mes réflexions. Je vais d'abord vous parler de ce contexte-là. On dit dans des changements rapides, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de changement rapide, on dit qu'il faut évoluer à la vitesse du changement. Alors, excusez-moi, j'essaie de lire les commentaires en même temps. Donc, OK, évoluer à la vitesse du changement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je note que les organisations doivent faire face à de nombreux défis. Le contexte actuel, l'apprentissage en entreprise, il est connu, il est même vraiment documenté. Ce que je vais vous citer comme exemple, c'est ce que moi je retiens comme certains des éléments qui influencent particulièrement mes réflexions. Alors, c'est devenu un lieu commun de dire qu'on est dans un contexte d'évolution rapide. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine, ça fait 15 ans que c'est ce qu'on dit, mais ça fait 15 ans aussi qu'il n'y a pas de ralentissement, peut-être même au contraire. Donc, tout va rapidement, la technologie change continuellement, la concurrence vient de partout, c'est 24 heures sur 24. Le cycle de vie des produits, des organisations pour lesquelles on travaille est de plus en plus court. Bref, tout va toujours plus vite et ça ne semble pas prêt de se ralentir. D'autre part, on constate toujours beaucoup de mouvements de personnel. J'ai parlé tout à l'heure des retraites qui s'en viennent dans les organisations de façon massive. Ça va amener beaucoup de mouvements. Il y a la durée des emplois qui est de plus en plus courte. On voit que les gens vont passer d'un emploi à l'autre de façon plus rapide que ce qu'on a connu, ce que nos parents ont connu, par exemple. Donc, les mouvements de personnel, ce n'est pas nouveau. Et la nouvelle génération, la fameuse nouvelle génération qui entre sur le marché du travail, les C, les gens qui communiquent, ceux qui apprennent souvent par eux-mêmes, ceux qui ont souvent un degré de concentration qui fonctionne à 140 caractères à la fois. C'est des gens qui obtiennent habituellement des réponses aux questions qui se posent. Ils obtiennent les réponses par eux-mêmes, en fouillant sur le web puis en consultant leurs réseaux sociaux. Bref, c'est ce qui fait tous ces changements-là, les défis auxquels font face les organisations, que le développement des grands programmes de formation selon une méthode rigoureuse devient de moins en moins, j'ai tendance à dire pertinent. Je ne dis pas que c'est impertinent, ou je ne dis pas que c'est sans pertinence, mais on est beaucoup questionné. Moi, ce que je vois dans les dernières années chez chacun des clients, c'est tu n'es pas capable de réduire le temps de conception. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça plus vite? Ah, ben j'aurais besoin de la formation plus vite que prévu finalement. Donc, on est beaucoup challengé là-dessus et pour aussi démontrer le retour sur l'investissement de faire des démarches de conception qui sont pas seulement rigoureuses, mais qui sont approfondies. Donc, et tout ça aussi, on se questionnait à savoir l'efficacité de ces programmes-là à la fin. Est-ce que nos programmes, au final, sont aussi efficaces qu'on le voudrait? Moi, je suis tout le temps malheureuse dans un corridor quand j'entends quelqu'un qui revient d'une formation dire « Ah, le prof était bien le fun, oui, c'était intéressant, mais je n'ai pas vraiment appris du nouveau. » Ces constats-là sont toujours désolants. Alors, pour cette raison-là, une des premières choses que je vois dans le contexte de changement rapide qui est à voir, c'est le rôle de la fonction formation. Quel est le défi des équipes de formation face à ce contexte-là? Ce que je vois, puis qu'on lit beaucoup dans la documentation des derniers temps, c'est comment les équipes de formation doivent passer d'une culture de formation à proprement parler à une culture de développement. Le but étant de favoriser, même valoriser l'apprentissage dans les organisations pour qu'ils puissent supporter la croissance, améliorer leur performance dans des contextes de changement.
comment est-ce qu'on peut rendre l'apprentissage au cœur des activités de l'organisation. Donc, avoir une culture où se développer va beaucoup plus loin que d'offrir de la simple formation. Et quand je dis simple, je ne veux pas dire réduire son intérêt, mais bien dans le sens de la seule formation, ne pas faire seulement que de la formation. Pour faire ça, il faut trouver des mécanismes qui nous permettraient de ne pas juste répondre à une demande de formation. C'est certain qu'il va y avoir des formations qui sont nécessaires, qu'il faudra continuer d'offrir, mais au-delà de ça, il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Il faut travailler à rendre les employés acteurs de leur apprentissage, de leur développement. Ça fait partie du défi des équipes, je crois, de formation. Et pour pouvoir y arriver, le rôle du concepteur pédagogique dans tout ça va être très important. Ce que je retiens comme point important dans le rôle du concepteur, c'est les suivants. Donc, les activités de formation ont leur raison d'être, doivent continuer, mais je réserverai les activités de formation à l'essentiel. Pour s'assurer de transmettre aux gens, dans le cadre d'une formation comme telle, seulement ce qu'ils ne peuvent pas obtenir d'une autre façon, de façon aussi efficace. Donc, s'il y a des façons qui leur permettent d'apprendre, qui sont plus proches de leurs besoins, c'est ce que je valorise, tout en poursuivant d'offrir des formations. Donc, le concepteur doit être à même, dans son analyse de besoins, d'identifier les formations nécessaires, mais essayer aussi de proposer davantage des occasions de se développer et de mettre en place des mécanismes pour impliquer les apprenants dans sa démarche et favoriser leur autonomie. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Il m'est arrivé dans une équipe de travail où on implantait chez eux SharePoint pour gérer pour faire leur gestion documentaire. On les a approchés en formation en leur montrant une procédure très simple. Ça a été une formation très courte où on leur a montré la procédure, on leur a expliqué comment faire. Il y a eu une petite activité fictive dans le cadre du cours, puis on les a laissés retourner à leur bureau. Puis chacun a reçu par la suite un courriel où on leur demandait d'aller effectuer la procédure dans l'outil SharePoint. Mais ça a été proposé par le gestionnaire qui leur demandait de faire ça. C'était une demande fictive, mais présentée comme un cas réel. C'est-à-dire qu'on leur disait ah, Paul, pourrais-tu, s'il te plaît, aller déplacer tel document qui était à tel endroit? Je voudrais que telle personne puisse lui avoir accès. Alors, les gens ont dû aller exécuter la procédure dans la semaine qui a suivi la formation pour donc faire du transfert, vous l'aurez compris. Et puis, on est revenu ensuite auprès d'eux pour leur demander d'aller enrichir la procédure. Donc, la procédure étant déposée sur un environnement collaboratif, ils avaient la possibilité d'aller commenter la procédure et de l'enrichir et de poser des questions, ce qui a permis aux apprenants d'expérimenter puis d'aller plus loin dans leur apprentissage, mais surtout de laisser des traces de ce transfert, de cet apprentissage-là, ce qui va permettre aux prochains de pouvoir en bénéficier et à eux-mêmes, je crois, d'avoir pu avoir fait un apprentissage un peu plus consistant, je dirais. Alors, pour mettre ces concepts-là en pratique, je vous propose quelques exemples de pratiques flexibles et collaboratives. Quand je parle de flexibilité, c'est pour pouvoir s'adapter au rythme des changements, participer à la transformation de la culture de développement dans une organisation. Donc, je crois que la démarche du concepteur doit être flexible pour pouvoir se moduler au changement, pour se moduler aux nouveautés et aux besoins qui émergent là, au gré du jour. Dans un premier temps, je mentionne l'agilité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'œuvrer dans des projets agiles. C'est une méthode utilisée dans plusieurs équipes de développement informatique et ça propose sans doute des grands principes qui peuvent influencer nos façons de faire. Peut-être à nouveau en levant la main, est-ce que certains connaissent déjà la méthodologie agile? Si je vous parle de sprint, est-ce que vous allez savoir qu'est-ce qu'il y en est? Je vois peu de mains qui se lèvent. Je vais y aller très rapidement, ce n'est pas l'objet de la présentation. Mais
en agilité. Brigitte, un peu, oui, c'est ça. Puis j'en suis pas une spécialiste non plus, là. Je retiens de cette méthodologie-là parce que je côtoie des gens qui développent des systèmes informatiques avec cette méthodologie-là et en tant que conceptrice pédagogique, on essaie de s'y coller. Mais une des choses que je retiens en particulier, c'est ça, c'est le découpage en sprint. Quand les gens dans un projet informatique qui développe un nouveau système vont se donner de petits objectifs qui peuvent être réalisés en 2 semaines. Ils vont développer un petit module, etc. Donc, dans ces projets-là, en sprint, il y a un travail itératif où une série d'activités reviennent régulièrement, puis permettant à chaque fois de livrer un élément. Alors, ce que je retiens, moi, de cette approche-là, pour faire bref, c'est que l'intérêt de produire des petites unités d'apprentissage. Donc, d'y aller, c'est ce que je pratique de plus en plus dans mes projets, c'est de commencer à construire des petites unités d'apprentissage avant même que la stratégie complète de formation soit complétée. Donc, lorsqu'un contenu de formation devient disponible, j'en profite pour le capter, en faire soit une leçon, une démo, une activité. Puis je profite du momentum où ce contenu-là est disponible parce que souvent, il y a des intervenants qui vont être disponibles pour m'aider à créer ces unités d'apprentissage-là, qui pourront plus tard être intégrées dans un plan plus global. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut accepter d'inverser notre modèle habituel et il faut que notre client soit prêt peut-être à valider la stratégie plus tard dans le parcours. Je fais souvent au début d'un projet un simple concept global, donc dans lequel je vais énoncer globalement ce dont il sera question dans un programme de formation. Puis, en cours de route, je développe mes unités d'apprentissage et c'est presque à la fin où la stratégie sera complète, avant le déploiement, évidemment. Donc, une des approches que ça m'amène à mettre en place en m'inspirant de la méthode agile, c'est de limiter les étapes préalables au minimum pour qu'en cas de virage important, les dégâts soient aussi moins importants. Donc, ça favorise la production rapide de petites unités, puis la stratégie, elle, se construit graduellement autour de ça. Et pour chaque unité, je propose à différents intervenants des niveaux d'implication qui leur conviennent, qui vont permettre de participer à la présentation. Est-ce que cela arrive qu'une unité soit éliminée une fois rendue à la stratégie? C'est assez rare. C'est assez rare, c'est la question de Brigitte là, dans le clavardage. Ça n'est pas arrivé qu'une unité soit éliminée. Modifiée peut-être, mais éliminée, non, parce qu'habituellement, ça repose sur une donnée essentielle. Notamment quand on se colle au développement informatique, qu'en cours de route, un élément du système, par exemple, ne soit pas retenu, je crois que c'est assez rare. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit une unité simple. Donc, c'est sûr que plus elle devient complexe, plus il y a des risques qu'elle soit modifiée. Mais en la gardant à sa plus stricte expression, je dirais, c'est sûr qu'elle ne sera pas nécessairement réutilisée de la façon dont on s'en était, qu'on avait prévu au départ, mais normalement, elle sera toujours réutilisable. La cohérence entre toutes les unités, ça dépend du projet, évidemment. J'ai beaucoup en tête un exemple sur lequel je travaille actuellement où on développe donc des systèmes informatiques. Fait que c'est sûr que la cohérence est à la fois dans le contenu, mais dans c'est sûr que, comment je dirais, chaque petite unité, c'est une unité de contenu. Donc, on développe autour d'un contenu et les activités pédagogiques comme telles, d'animation, sont ajoutées à la toute fin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais développer des petits éléments de contenu, des démos, une activité, un exercice. Et lorsque, vers la fin, ma stratégie devient suffisamment claire pour savoir à quelle clientèle va s'adresser telle ou telle unité, c'est là où je rajoute ce que j'appelle la mayonnaise alentour. Donc, je vais regrouper toutes mes unités en un continuum et là, je vais rajouter les éléments qui vont donner la cohérence entre les différentes unités.
Mais c'est sûr qu'autant que possible, au début, j'essaie de développer un certain nombre de gabarits. Un gabarit pour des aides à la tâche, un gabarit pour des manuels. Fait que, tout dépendant le type de cohérence dont on parle, là, il y a la cohérence au moins des livrables qui est assurée par la réalisation de gabarits au tout départ. J'espère que je réponds bien à votre question. Donc, en termes de flexibilité, je vous ai parlé d'agilité, d'inverser les modèles et de prévoir des différents scénarios et des niveaux d'intervention avec les collaborateurs. Les scénarios, je vais vous en parler dans la prochaine diapo. Voilà. Quand je vous parle d'approche collaborative, de pratique collaborative, il y a différents types de collaborateurs que je peux impliquer dans la conception de mes unités et de ma formation globale. À la fois les gestionnaires, les super utilisateurs qui peuvent provenir du milieu d'affaires à qui s'adresse la formation, mais peuvent être aussi les gens du service TI lorsqu'il est question d'un développement informatique. J'ai des experts de contenu et les apprenants. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais le pouvoir d'utiliser les apprenants dans la conception pédagogique, pour moi, c'est devenu une révélation que j'apprécie beaucoup. Et quand je parlais précédemment des scénarios, avoir des scénarios flexibles d'intervention, c'est que ces gens-là, je ne leur donne pas un rôle précis au début d'un projet de formation. Je vais les amener à s'impliquer selon certains critères, qui vont être évidemment leur expertise, mais aussi leur disponibilité et leur intérêt. Donc, pour chacune des unités, je vais m'adapter. Il y a des unités pour lesquelles c'est moi qui vais davantage tenir le crayon parce que mon collaborateur, qui pourrait être un super utilisateur, un expert de contenu, peu importe, si il a l'expertise mais pas la disponibilité, ben, je vais maximiser son apport en expertise et je vais plutôt lui demander de faire de la validation. Tandis que s'il est dans une période de test où il doit attendre qu'un truc soit terminé, ben, il va pouvoir davantage peut-être collaborer, soit excusez-moi, je viens de lire un message en parallèle. J'allais dire. Ah oui, en faisant des captures écran, en rédigeant des cas fictifs, etc. Donc, je vais avoir un niveau d'intervention des différents intervenants qui, pour chacune des unités, pourrait être très différent. Ensuite, je voulais vous donner quelques exemples. Je vous ai parlé un peu plus tôt du programme à la trace. C'est le programme qu'on met en place pour le transfert de connaissances, mais je me rends compte de plus en plus que du transfert de connaissances, dans un contexte de rôle d'une équipe de formation davantage axée sur le développement du transfert de connaissances, devrait quasiment se faire au quotidien entre les différents intervenants. Donc, à la trace, qui est le programme où on amène un employé qui va bientôt quitter une entreprise à transférer ses connaissances à une relève. Et bien là, j'ai différents intervenants qui vont intervenir dans la démarche, le conseiller en transfert, l'expert qui quitte et la relève. Donc, on comprendra que les rôles peuvent varier d'un cas à l'autre selon la disponibilité, l'intérêt et l'expertise dont je parlais un peu plus tôt, parce que la personne qui quitte peut être appelée à quitter très rapidement et sa disponibilité va diminuer. La relève qui a été identifiée peut être plus ou moins expert dans un sujet, donc pourra être plus ou moins impliqué dans le transfert, etc. Et donc, les stratégies de transfert qu'on va mettre en place vont aller au-delà de la seule formation et permettre de garder des traces réutilisables. Ça va aider à constituer une mémoire organisationnelle. Bref, ça va rendre l'explicite implicite dans l'organisation et ça deviendra des nouvelles poignées pour former d'autres personnes. D'autres exemples, je vous parlais tout à l'heure que j'avais un grand intérêt présentement à impliquer les apprenants eux-mêmes dans la conception de la formation. D'abord en sondant leur intérêt pour voir par rapport à l'implication et par rapport à leur mode d'apprentissage, de quelle façon je vais pouvoir les utiliser. Quand on implique les apprenants dans de la conception
On peut utiliser des experts, c'est certain, mais les nouveaux aussi ont beaucoup à apporter et ils ont beaucoup à apprendre de participer à ça. Leurs questions peuvent beaucoup nous aider à bâtir des exercices, par exemple. Ensuite, planifier des activités de formation à compléter. L'exemple que je vous donnais un peu plus tôt, où on avait une procédure qui a été montrée en classe, bien, la procédure aurait pu être incomplète, puis c'est aux gens en contexte ensuite à la compléter. Donc, c'est des façons de les impliquer dans leur apprentissage, les rendre autonomes, mais aussi les amener à contribuer à la richesse des savoirs dans l'organisation. Mettre à disposition des plateformes de travail collaboratif, ça, c'est pas toujours possible dans toutes les organisations, mais lorsque c'est quelque chose qui est envisageable, ça permet de rendre la culture de développement beaucoup plus facile. Donc, pour terminer, je vois l'heure qui file rapidement. Un court exemple réel. On me demande dans une organisation, dans un contexte où on veut implanter 5 nouveaux systèmes pour une équipe de 125 personnes. La commande que j'ai, c'est il faut former les utilisateurs à ces 5 nouveaux systèmes. Alors, 3 ans plus tard, ce qu'on a réalisé pour eux, c'est de la formation à la tâche des utilisateurs. Donc, on ne les a pas formés seulement sur le système, mais on a intégré ça dans leur processus d'affaires, ce qui nous a amené à rédiger les procédures de travail en collaboration avec les utilisateurs de la façon dont je vous ai parlé un peu plus tôt, où pour chaque unité de contenu, on avait des niveaux d'intervention, d'implication des collaborateurs là, variés. On a mis en place une plateforme collaborative d'évolution des procédures parce qu'ils les ont écrites, ça a été très utile pour la formation, mais on souhaite que ça vive au-delà de la formation. Donc, on a mis la plateforme collaborative en place. Ça a demandé de mettre en place une équipe d'évolution des processus qui s'assure que cette plateforme-là vive et qu'on peut contribuer au développement d'une culture de collaboration et de partage des connaissances au sein de l'organisation. C'est une façon nouvelle, je dirais, de revoir mon rôle de conceptrice. Oui, on me demande de concevoir une formation, mais je leur dis, pour que cette formation-là soit efficace et que dans le temps, vous soyez capable de vous adapter aux prochains changements, voici les travaux qu'on peut faire pour vous. Alors voilà, pour suivre le rythme des changements, ce que je souhaite qu'on retienne, c'est l'adaptation du rôle de concepteur, la notion de flexibilité et de collaboration. Pour moi, c'est comme ça qu'on agit dans une organisation de façon efficace en essayant de rendre l'organisation apprenante, qui se développe au rythme des changements. De cette façon-là, on favorise, mais surtout on valorise le développement des individus et ça en continu. Et ça implique que le concepteur pédagogique puisse adapter ses pratiques. Alors voilà ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça extrêmement intéressant. Pendant que les personnes préparent leurs questions, je veux juste vous annoncer que maintenant, tout le monde a accès au microphone. Vous pouvez également utiliser le clavardage pour faire une intervention par écrit. Donc, oui, la parole est aux participants. Oui, Claude, vas-y. Claude, je ne sais pas si tu essaies de parler, mais on ne t'entend pas. Il faut que tu actives ton microphone. Alors, est-ce qu'on m'entend? J'ai eu comme un plantage. Oui, maintenant on t'entend bien, vas-y. D'accord. Alors, je voulais demander à Isabelle d'abord, merci pour votre présentation. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, le contexte
C'est l'aspect organisationnel. Vous intervenez non seulement au niveau de la formation, mais vous allez plus loin, comme vous disiez. Je me demandais quelle sorte de formation vous aviez. Est-ce que vous avez une formation, bon, à la base de concepteur pédagogique, comme vraiment la plupart des personnes qui font partie de l'association ici, ou vous êtes allé chercher des formations supplémentaires au niveau de justement la connaissance des organisations, la gestion des connaissances dans les organisations, ce genre de choses-là? Qui est un peu moins conventionnel pour nous. Oui, je comprends bien la question. Ben, ma formation, c'est la maîtrise en technologie éducative, donc probablement comme la plupart des gens qui sont avec vous. Il est arrivé que rapidement dans ma carrière, un de mes premiers emplois a été de travailler dans un contexte où on s'intéressait beaucoup. On faisait de la formation, mais dans des contextes de gestion de changement. Alors, très rapidement, on a eu à développer des contenus qui étaient très en lien avec la culture d'entreprise, toutes les notions là, justement de transformation de l'organisation. Donc, je pense que c'est peut-être juste un dada que j'ai développé au fil du temps, mais je ne suis pas allée chercher de formation spécifique en la matière. Euh, Brigitte te demande dans le clavardage, est-ce que la conception d'un cours à partir des unités peut se faire dans un autre contexte que l'informatique? Avez-vous une expérience à ce propos? C'est pas une expérience aussi concrète qu'en informatique parce que c'est assez nouveau que je commence à travailler de cette façon-là. Et puis, ça a donné que oui, c'était dans un contexte informatique. Mais je sais que dans un autre mandat, juste auparavant, c'était pas du tout ça. C'était de la formation de base pour l'arrivée de nouveaux employés là, à la fonction publique. Et on avait découpé en tout petits modules aussi comme ça parce qu'on avait des experts contenus qui étaient très sollicités sur le terrain et dès qu'ils devenaient disponibles, on se trouvait à faire ça, là, développer des plus petites unités. On ne le disait pas de cette façon-là à ce moment-là parce que j'étais moins imprégnée de ce vocabulaire-là, on va dire. Mais c'est un peu le même principe que que de faire une conception par module. Donc, il y a ça, mais le fait de faire la stratégie plus à la fin, ce que je me rends compte après coup, c'est que souvent, on passait beaucoup de temps au départ à développer une stratégie très élaborée. Et là, dans le cas que j'ai en tête là, à la fonction publique pour les nouveaux employés, on développait nos petits modules selon les besoins et la capacité. Puis à la fin, notre stratégie était toujours à revoir. Alors, je me rends compte que c'est pour ça que je propose maintenant de pas de minimiser, mais de réduire les efforts au départ pour les faire au fur et à mesure, pour faire la stratégie au fur et à mesure. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais tout ça pour dire que je n'ai pas d'expérience très concrète, là, vraiment par petite unité comme je fais présentement. Je pense que c'est quand même possible, mais je ne peux pas dire là, que j'ai une expérience très, très concrète là, à ce sujet. Moi, j'aurais une question. Il me semble, Isabelle, que tu as mentionné au début que tu faisais des interventions, pas seulement dans le domaine privé comme tel, mais dans le gouvernemental, paragouvernemental. Est-ce que tu touches aussi des établissements d'apprentissage comme tel, université, collège ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas arrivé encore. Non. Vraiment, Parce que Oui. la deuxième partie de ma question était, moi, personnellement, j'écoute ta présentation et j'écoutais la façon dont tu fonctionnais. Et moi-même, je fais des contrats des fois et je trouve que et peut-être que ici la question s'adresserait à tout le monde, euh, en principe, à mon avis, je pense que la conception comme telle, le processus de conception comme tel de design pédagogique va être très semblable d'un contexte à l'autre. Les stratégies peuvent être différentes, là, mais le processus lui-même va quand même suivre à peu près les mêmes principes de base, de toute façon.
Et il s'agit de l'adapter, mais on a peut-être une mauvaise impression de croire que la différence est uniquement entre le privé et le public, parce qu'en réalité, pour avoir été dans différents contextes d'élaboration, par exemple, d'une université à l'autre, je me suis aperçue que dès qu'on change d'établissement, les contextes changent énormément et on doit automatiquement adapter notre pratique de conception un petit peu différemment à chaque fois. Alors, je me demandais s'il y a d'autres personnes dans l'assistance qui avaient eu, parmi les participants, qui avaient cette impression-là ou cette intuition-là, ou qui peut-être avaient des expériences dans ce sens-là. Ou peut-être que toi et Isabelle, tu as un avis là-dessus, une impression ou peut-être une expérience particulière. C'est sûr que pour passer du gouvernemental au privé, puis d'aller faire de la conception dans des environnements souvent très différents, des fois, j'ai des clients qui m'attendent en pensant que je vais arriver avec une méthodologie très comme une recette, là, vraiment toute faite. C'est sûr que j'ai mes livres d'université, puis j'ai mes méthodologies très documentées, là. Mais c'est sûr que d'un cas à l'autre, la façon de faire va toujours être adaptée. Puis, c'est ça. Je dirais que c'est la clé, puis même pour certains clients chez qui on va, ils sont soulagés quand on leur dit ça parce qu'ils disent ah, elle va s'adapter à nous parce que chaque client a l'impression d'être unique. Là. Fait que c'est sûr que ça a quelque chose de rassurant quand ils savent qu'on est capable de se moduler à la façon de faire qu'il y a chez eux. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, je pense que ça va dans ce sens-là, effectivement. C'est parce que la suite de ça, c'est beaucoup le contexte de changement que tu impliques, sur lequel tu as basé ta présentation. Et, à mon avis, c'est un contexte qui est tout aussi vrai dans les universités, dans ce sens-là, parce que les choses bougent partout. La formation elle-même, ce qu'est la formation, ce que les apprenants ont besoin, ça change, ça évolue énormément de ce temps-là. Et donc, le contexte de mouvance dans lequel on est, je pense que tout le monde est pris avec ça. D'après moi, peut-être une des différences, c'est peut-être que dans les universités, on a l'impression que les choses bougent moins vite parce que l'établissement comme tel, la structure universitaire comme telle est beaucoup plus rigide. On peut changer beaucoup moins rapidement, habituellement en tout cas. Au Mais gouvernement à mon avis, aussi. je pense que oui, effectivement, oui. Mais il y a une chose où c'est un petit peu une illusion parce que, en fait, le monde change, la société elle-même change. Donc, J'avais ça des nous collègues impose qui un rythme. j'ai des collègues qui trouvaient dommage d'un certain point qu'on fasse moins de formations très fondamentales et qui vont d'un bout à l'autre, où est-ce que tout se passe en classe ou virtuel ou non, là, mais qu'on essaie de sortir de la formation certains apprentissages. Puis on se disait, heureusement, l'endroit pour apprendre dans les universités, tout ça, ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est comme si on était régi par la notion de profit dans les organisations, de dire on va réduire les temps de formation. Mais pour moi, réduire les temps de formation, ce n'est pas juste pour répondre à des questions de performance et de rentabilité, mais c'est vraiment pour s'adapter à la clientèle. Parce que la connaissance n'est plus au même endroit qu'avant. C'est plus vrai qu'il y a un détenteur, autant dans les organisations que dans les universités, oui, il en demeure, mais il reste que les gens qui vont apprendre ont une multitude de sources d'informations. Ils sont capables, les informations qu'ils sont capables d'aller chercher par eux-mêmes et qui ont envie d'aller chercher par eux-mêmes, je trouve ça dommage je ne veux pas dire de leur faire perdre du temps parce que quand on apprend, on ne perd jamais notre temps, là, mais il y a moyen de trouver des alternatives pour
dynamiser les façons de faire, puis faire en sorte que l'apprentissage soit le plus permanent possible et permettre à l'individu d'aller au maximum de ce qu'il peut apprendre. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Si vous voulez lever la main. D'accord. Donc, on a maintenant terminé la première partie. Le deuxième thème maintenant avec Madame Eslah. Je me souviens plus, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes... Oui, collaborer avec les formateurs pour éviter qu'ils ne s'approprient les cours que vous avez conçus. Kimia Eslah est une conceptrice pédagogique innovatrice qui surprend souvent les formateurs avec son approche non conformiste en matière d'apprentissage. Ses clients apprécient la nature interactive de ses cours techniques et son dévouement envers les meilleures pratiques. Mais plus que tout, ils apprécient sa nature coopérative et la façon dont elle sollicite l'avis d'experts en la matière, de chefs de produits, d'utilisateurs final, de formateurs et d'apprenants. Elle a créé des cours pour BlackBerry, Enable Training and Consulting Incorporated, Conestoga College, entre autres. Kimia sait que les cours exceptionnels vont de pair avec une collaboration exceptionnelle. Alors, je laisse maintenant la parole à Madame Eslah. Je veux juste ajouter comme détail que tous les micros restent ouverts. Je pense qu'il y a de l'interaction qui sont demandées ou permises pendant toute la présentation. Donc, les micros sont ouverts pour tout le monde. Vous pouvez intervenir au clavardage par micro, dans la langue que vous voulez également. Il n'y a pas de problème. Donc, yes, so go ahead, Kimia. I'm not down. Excellent, thank you very much. Hello everyone, my name is Kimia Eslah, and I just want to confirm you can hear me. Does that mean yes? Excellent. Wonderful, thank you very much. First, I'd like to thank you, Isabelle, for that presentation. It was very good to learn even more about collaboration. That was really useful. Thank you very much. It's a pleasure to meet all of you, and I'm obviously Anglophone. Thank you for putting up with me. I would try to speak French. Unfortunately, I wouldn't get past comment ça va. So this is my first presentation for CAID, and just to tell you a little bit about myself, I am not your conventional instructional designer. I do really enjoy simplicity and clarity, but I also think that training needs character that really appeals to the audience. So training content is, for me, it's important that it has a very distinctive narrative, a point of view, that it makes an impression, that it really engages the audience. And I think if any of us have seen all of the TED Talks that are available online, this new trend in learning has really made it evident that people want to snicker, they want to get choked up, and they really just want to feel as they learn. So in that vein, I do try to integrate feeling into my curriculum, and whether it's about serving customers, using software, or making yogurt. And so once the development process is complete, the curriculum is then out of my scope of influence. And it's at that point that it's up to the trainer or the e-learning developer to really make it happen. And before it is out of my scope of influence, I do try to strive to connect with those stakeholders, the people who will bring the course to life. So for example, the trainers. That's what this presentation is about. It's about our experiences, all of us here in this e-learning space right now, as we try to get our curriculum delivered as we designed it, whether that's by a trainer or by an e-learning developer. So in this presentation, which will really be a quite an interactive presentation, what we're looking to do is we're looking to share our challenges and the successes that we have in having our courses delivered as we design them. We want to identify the reasons why the trainers might not implement designs or activities. We want to talk about some of the benefits of collaborating with trainers during the design process,
and also brainstorm ways to collaborate with the trainers. And to make this session truly beneficial, I am now officially taking off my presenter hat and I am putting on my facilitator hat, because you all know about this topic as well as I do. And I would like us to share our experiences for the next half hour or so. So you might walk away having learned something new. You might learn more about something you already knew, or you might simply just feel that sense of camaraderie that comes from sharing with your peers. So we'll start there. And you can, just to confirm, everyone can see my screen. What you should see is a title called Why Your Course Got Hijacked, Collaborating with Trainers to Deliver Courses as Designed. So I'll throw it out there, and I'm sure that there are some people who are excited to get involved in the conversation and some who want to hear a little bit more before they get involved, and that's fair enough. But I will throw out the first question, which is, who would like to briefly describe an experience that you've had as an instructional designer where your design was or was not delivered as you had designed it, and really what happened and what you might do differently next time? Feel free to turn on your microphones and we'll take the very first person. Who would like to start? Excellent. All right, so I'll start with one of my examples. So one of the scenarios that I have is I used to work for a technical firm. Oh, do I have somebody? Or is that Carol? Yeah. Did you have an, was it you? But I could maybe share something. Oh, that would be exceptional. Excellent. Thank you very much, Carol. Do you want to tell us about one of the experiences where you've had where your design was or was not delivered as you planned? Yes. And I hope that's what we had in mind, actually. For me, what happened is we designed something. We think we control everything. We think of everything we gave. I always build a guide to the teacher to be sure that he understand or she understand exactly what the course is about, how it should go, what he should or she should do during the course. So we think everything is under control. And after, normally we don't necessarily follow the teacher while he is doing it. But after a while, after, I don't know, 1 year, you have to go back to the course because there's maybe links that are not good anymore or something that has changed. And only after that, I realized that, oops, no, actually the teacher didn't follow at all. I found that somebody, like, we have that specific strategy, and then he gave a personal message to all the students saying, you know what, oh, this aspect that they are talking about in the website, you don't mind about that. Just do something else. It will be fine anyway. So here we go. He's kind of changed the whole thing because it's kind of very important to for us to have the student like going through a specific method of work. So and that is I cannot. Well, I don't see how I could control that because I kind of understand what happened afterward. So I will be curious to hear a little bit more from you. So just to confirm that I did hear you correctly, what you're saying is that you worked on a course, you created a course, you sent the content over to the trainer, the instructor, and there was a part of it that was actually not functional, and you didn't even hear about it back from the trainer. It wasn't only when you returned back a year later that you heard that, oh, they weren't even producing the course as designed. Is that right? They weren't facilitating the entire course. Were they picking and choosing what they wanted? Is that what was happening? Well, not exactly. I probably I should have make it clear that the course is entirely online, so everything is there. It's all the process is there. All the content is online, and the student could go through it as they want. The teacher is there, of course, to answer questions or lead them through the process.
And he purposely decided that, you know what, this part of the course, well, maybe we can skip it. So he actually decided to give some instruction to the student so they could avoid to do some very specific aspect of the course. It's still on the website, of course, because the course is all published, but he directly he guide the student to go to go somewhere else, I would say, or to not doing some part of the course because he decided that oh well, that will be good anyway. That's a very familiar experience, and I'm pretty sure that everybody in the room has probably had something very similar happen. In a few cases, I've had instructors, for a variety of reasons, decide not to deliver a part of the course. And really, they have a lot of reasons. Oftentimes, it's they haven't had a chance to look into seeing what that piece of content is, or they might not lack time to be able to investigate it, to figure out how to fix it, or to really understand the significance of that part of the course. And I'm sure there's many, many other reasons. In your experience, have you had the instructors participate in the design process? Is that something that, do you think that would be beneficial to helping them understand the components of it and to really appreciate the significance of the design itself? Are you asking me? Yes, I'm just wondering if in that situation, and I welcome anybody else who wants to join into this conversation, is in the design process, was it exclusively you who created it and then it just got handed off? What kind of relationship was there between the instructional designer and the facilitator? Okay, there has been two different contexts. The first, what happened is because our courses are online, there's many different teachers who could teach the course, of course. So yeah, one example is the teacher has not been involved in the design. But same thing happened even if at one point where another example, almost the same context happened, and the teacher was involved. But he kind of decided afterward that, well, that, I don't know, maybe he forget. I'm not sure exactly. I never really checked with them. But maybe he forget what it was about. Let's say, for example, there's an exercise or an activities that involves teamwork, and the teacher had to create the team or had to manage some things for the team, and he totally forget that. He just say, "Oh, you know what? I will not do that. Just go what you want." Say to the student, if you want to go to work together, that's okay. If you don't want to go together, if you want to go to work alone, that's okay. So that kind of things. And that was a teacher who was participating in the design. Exactly. All right, that's fair. Yeah, So I hope that answers. it does. It does. I can probably relate to something very similar. And again, if anyone wants to chime in on this, we would love to hear from the rest of you. But I have also had similar experiences where I have worked with instructional designers to create content, and something strange happens when the trainers who were part of that conversation, somehow when they end up in that setting of putting it into place, these other factors come in that seem to really impact their ability to follow the course as designed. There, on the screen you'll see that I've listed out some of the common ones that I've come across. And I see that somebody else is interested in talking. But I'll just quickly go over
items that I see that are most common amongst trainers is that they either lack confidence in the audience's appreciation for that content. They might not understand what a benefit it could be, and not because it's not a benefit. It could possibly just be that they haven't really had enough time to put thought into it, or they lack the training to implement it, or they don't have buy-in. And the instructional designer does not have buy-in with the trainers. Or they might even have the resources, or they might be lacking resources to implement the approach. That doesn't sound exactly what's happening in this situation. It sounds more like the individual has decided that they're going to go rogue on you, that they've decided that they're going to do what they want to do. In some cases, obviously, it is, as you said, out of your control. But let's see if there's somebody else who wants to sort of chime into that one. Is there anybody else who wants to sort of talk about a situation where they've created, and in this case, it's an e-learning course, where they've created an e-learning course and then they found that either parts of it were not being implemented or being used, or that the instructor was actually changing the course significantly enough that it was changing how the activities were to be coordinated. Kimia, there's a Marcel Parr who wants to say something, so I will let her Thank you. go. Vas-y. Yes. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Oui. May I speak in French? Will you understand, Kimia? Mais non, je ne comprends pas. Je m'excuse. No, I will not be able to understand you sufficiently in French. I can hum and haw, but it won't be good enough for you, I don't think. If you don't mind speaking in English, I would appreciate it. Otherwise, you can speak in French and Carol can translate if necessary. It's up to you. Yeah. Okay. There's a normally. Could you use the translation, the phone, Kimia, to have the translation? Sure, I can try. Yeah. Yeah. Je vais parler en français. Je vais réduire mon intervention le plus simplement. Alors, si jamais il y a besoin, Carole, tu pourras peut-être traduire pour moi. Pour répondre à la question de Kimia, il me semble pour moi que c'est presque toujours comme ça. Les enseignants sont des spécialistes de leur contenu. Ils sont aussi des spécialistes de leur approche pédagogique. Alors, bien qu'on ait fait un bon design, il est possible qu'ils préfèrent choisir une autre approche et qui vont suggérer aux apprenants d'autres stratégies, d'autres méthodes à certains moments du cours. Et nous, à la SOFAD, on le voit fréquemment, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et ça nous questionne beaucoup. Pardon. Ça nous questionne beaucoup parce que on se demande, par rapport au design, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont les contenus ou est-ce que ce sont les approches pédagogiques qu'on utilise? Would you like to translate a little bit, Carole, for me, please? Thank you very much. Yes, she's just about to be thinking. Yes, I will try to translate. It was quite long, and I'm not a translator at all. Thanks. Yeah, okay, so I go. Well, I think what you say that she said that she had the feeling that this happened quite often, even if it's not all the time, that you design something and the teacher do something else with that because they are expert of content, but they are also, as she say, expert of the well, maybe not expert, but they have their own way to see the course or to see how the content should be given. So, and even if we work a lot as designer with that course and make it like
let's say, the perfect thing, they see it differently. So they will prefer to use to do the course the way they think. And she was wondering, what is the most important in a course? Is it the content, or is it the design itself? So, and the strategies that we will figure for that course. Marcel, est-ce que j'ai à peu près rendu bien ton... Yeah, this was perfect. Thank you, Carol. Yes, thank you, Carol. And actually, that was an excellent, excellent question. I think you've really brought home a very important point about content versus design. And certainly, we don't want to live in a world of us versus them, right? There, I see subject matter experts as partners in creating courses. I see trainers as partners in creating courses. But I also recognize that really I've given up control, and I don't want to sound as if I don't care. I certainly care about the design of the courses that I put out, and I try my best to make sure that, for example, I use an ADDIE model, and that's probably, most of you are probably familiar with that idea of doing the analysis and the design development. You implement it, you evaluate it, and then you go back. It's an agile model of having to constantly be updating your content to make sure that it really meets the needs of your learners. But going back to the idea of control, I have no control once it leaves my desk. Once I finish the content, I send it off, and what the trainer or what the e-learning developer produces and what the instructor facilitates in the classroom is out of my control. The best that I can do, and what I found, is to exclusively be, in a sense, I am an expert in instructional design, and I try to create the course in conjunction with as much information as I can. And I actually have come to a place in my years of design, I've come to a place where I am now letting go of the formats. I tend to create content, and even when I'm creating it for e-learning situation, I tend to give the e-learning developer a lot of room to be able to be creative. Because similar to, if any of you have children, you probably know this, that if you tell them to do one thing, they will want to do the other. Whatever the other is, even if they don't even really like the other thing. When you try to squeeze people into a box, some people do like to be spoon-fed, but the majority of trainers that I have met, unless they're very, very new to the job and they're intimidated and they really want a tight script to follow, that by their second or third year in the process, they want to be creative. They want to have a say in how they conduct their courses, how they create their e-learning content, and I try to respect that desire for their creativity. What I try to do generally is to give the learning objectives the most prominence that I can. So what I guess in answer to your question, I do tend to focus on the content, and I try to make it as easy for the instructor to be able to return to those learning objectives, because that's really where my, as an instructional designer, I can make great courses, I can make great activities, but in truth, I never know exactly what the setting is going to be. I don't know if the instructor is going to come into a classroom where nobody raises their hands, everybody groans when you say, let's do a group activity, or when there's a lack of technology, or the links are outdated, or something has happened along the way from me to them that it just doesn't work as well for them anymore. And so in that situation, what I want the trainer or the e-learning developer to do is to be able to rely on my expertise in learning objectives. And so really I try to fall back on those learning objectives
as the focus of my content, so that even if the activity doesn't necessarily work out well, that the instructor at the end can go back and just take a quick gander at, did I meet the learning objective? Were they able to complete X, Z, and Y within this time period up to this standard? Does that help to answer the question? And I would love to hear sort of more of your opinion about that. Oui, ça répond bien à ma question. Good, I'm glad. Je constate que les questionnements, les questions qu'on se pose, plusieurs personnes se les posent aussi. Parce qu'à la fois, dans une approche plus constructiviste, on doit essayer de développer des parcours d'apprentissage. Par ailleurs, c'est pas toujours la façon unique de procéder. Alors, je crois qu'il, oui, en gardant le focus sur les résultats attendus d'une formation, on a la meilleure des possibilités de bien rencontrer nos objectifs, oui. Mais la question demeure entière pour moi. Et il faut, je crois, varier aussi les approches pour être capable d'offrir un maximum de possibilités. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Can I just get a quick translation from Carol? I believe that she responded with yes, that did answer the question, but there was some wonderful content after that. I would love to hear. Yeah. Okay. I'm sorry. I don't want to to hijack you, if I can say, but it would be easier for you to translate than for me to tell it in English. Okay. Well, there's a translator that is there's an interpreter over the phone. Unfortunately, you don't have it right at the moment. She would have done it much more better than I, especially for the last little bit. There was kind of a lot of things that was said, and I'm not sure if I could follow everything. I will invite you to, in order to be sure that that you understand exactly what Marcel just said, I will invite you to refer to the interpretation recording afterwards. For now, I would say that I think to make it very short, Marcel said that we are most of the time try to design in according to the constructivist approach, and sometimes it's kind of difficult to go over that difficulties specifically. That there's many approaches that could be used, and I think she will be inclined to say that a variety of approach could be sometimes more beneficial than just one line and to force everything to go through that. But for her, the difficulties, the problem is still completely there. She didn't seem to see an answer yet. On another note, I will have another question for Marcel this time. And I was wondering, Marcel, in that specific aspect, the same thing as me, did your teacher participate as an expert of content in those process, or are they really forced to do it? And on that note, I will have another situation that I could share with you that really surprised me in 15 years of experience. That was the very first time that I experienced that, and it was a few weeks ago. But first, Marcel, did that teacher participate
in the team of design? Yes, oui, Carole. Mais je dois dire qu'il participait au niveau du design, au niveau de la conception globale du cours, en tant que spécialiste de contenu et en tant que spécialiste de stratégie pédagogique. Et ce qu'on s'apprête à faire de plus en plus chez nous à la SOFAD, c'est d'inclure tout au long du processus les enseignants pour d'abord bénéficier de leur grande expertise tout au cours du processus de design et de conception. Et en même temps, c'est que ça permet à un plus grand nombre de personnes d'adhérer à la démarche, d'abord d'apporter des points de vue, d'adhérer à la démarche et de diffuser dans leur milieu l'intention du design. Et de telle sorte que il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver dans le design qui va être produit. Parce que, vous savez, autant de personnes on est, autant de design on peut produire, et tous les designs sont bons, ou enfin, vous comprenez, ça dépend de plusieurs facteurs, et il y a plusieurs façons de voir les choses. En faisant le processus avec un plus grand nombre d'enseignants, il y a de plus fortes possibilités d'aller chercher une meilleure compréhension de notre approche, d'approche collaborative en fait. Et je crois que c'est vers ça qu'on doit tous se tourner. Ok, je ne pourrais pas évidemment interpréter tout ça. I would say that just a few notes on that. I won't be able to do the whole thing. You will have the answer a little bit after the presentation, Kimia. Yes, so the teacher was part of the team, was part of the team as expert of concept of content, and also as expert of strategies, if I understand well. But I think the idea now that they are leading towards to include more people through the whole process instead of only one, and that and also to be sure that people understand the purpose, the basic of what the strategy is about and why it has been chosen. So that way they will probably more participate in the whole process and keep it when they will teach. So I think that's about what you say. Est-ce que c'est à peu près ça, Marcel? Yes. Yes, thank you, Carole. It's exactly the proper way to say it. I hear you, Marcel. Yes. I think that what you have stated is, in truth, the best that you can do. Oftentimes, just being able to document and express the intention of, or the purpose of the content or the strategy, and having that visible is the best that you can do, because in all honesty, an individual who decides that they're not going to implement a particular course as it is designed, it's out of our control, right? It's not something that we can control, and the best that we can do is have covered our bases and been able to say that I tried to provide as much background information and I tried to involve this person as best as I could. But I hear what you're saying is that you are really struggling in understanding why did they not continue forth. But it sounds like you're really doing the best that you could. Sorry, go ahead, Carol. You had another experience that you wanted to. Thank you.
Yes, it's just because we're talking about that, just a few seconds here. I was in a team as instructional designer, and we had that expert of content who is maybe or maybe not, we're not sure if he will be the one who will teach. But anyway, so we're in the process, and we have meetings and everything is fine, and he's very happy with it. And I of course, it's the first time that he did that, so he's learning a lot, and he likes the way it works, and with all the steps, different steps that I'm leading him through. And so everything is perfect. And I'm always doing, with the method that I use, I'm always doing a graph of all the concept. So, and so we have all the plan done, we have all the structure of the course ready. The next step is really to begin to write the content, because all the structure is done, the process is fixed, the strategies are decided, and all that is with him. Of course, he's the expert, so everything is done with him, and he's very happy with that, and he's very excited about it. So he go and he has to write, because of course he's the writer as well. And again, it's of course online. So he's writing, and then a few weeks after, because he didn't contact with me at all, I received a document that has 100 pages that has nothing to do with what we were discussing. I mean, nothing at all. He just simply go, I don't know, take a totally different route and deliver something totally different. Everything that we have done before, all the structure, all the strategies, everything was simply forget. And he went his own way. So that was the first time it really happened to me. I hope it will never happen to you, because it's a nightmare. And I'm still not sure why that happened, but I thought it would be something that I would share with you. So yeah, so if you can see why that happened, I will be very grateful, because I don't want that to happen anymore. And I'm still stuck with that. I'm still in the middle of trying to recover from that. So that was my little experience. I can understand that experience. I'm surprised this only happened to you once in 15 years. It's a regular phenomenon in my world, especially when the client is also the subject matter expert. That's when I find that I have the most difficulty, because they, on Monday they agree on a set of learning objectives and strategies, and by Friday they've changed their mind, and then we're redoing again and again and again, and every time they're very, very happy with it, but then they come back with something else. Now, given that I'm not going to try to understand exactly why this individual continued to write a 100-page document that didn't match what you had already designed together, especially if he was saying that he was happy with it. But if I was going to make any sort of suggestion, well, actually, I have a couple of questions. Is it common for the writers, for the subject matter expert, to go off to write something without you for such a long period of time? Well, it is not really uncommon, because I've never presumed that, because we don't know, we don't presume that it will be not done, and some teacher will maybe write in a short period of time, but we won't hear from him for maybe 2 weeks. He won't do anything, and then he will write suddenly in a few days. So to don't have any news for a while, it's not very uncommon, but and we don't presume anything will go bad, because
And what I try to have is an example. I always try to ask them to send me a bit of what they are doing, the beginning at least, but that they are not very, very good to produce those little bits once at a time. I hear that that is a difficult situation because it sounds like you are counting on them for their expertise in writing the content, but at the same time, because of their workload, and granted that they are adults, you can't actually watch them little by little. From my experience, it is a rare time that I would give my content over to a subject matter expert for more than a week at a time. And definitely, and again, it's every workplace is unique in its own. But I'm actually surprised that you don't get this situation more often. That I would think that what would be that it seems that it's kind of waiting for something like this to happen. If the individual is going off to write, okay, so let me try that again. So according to kind of the design principles that I've been working from, I gather all of the content first. All the raw material comes to me first, and then I work from that raw material. I create a course or the structure of a course, the learning objectives, then I send it back again to the subject matter expert. I get almost like a check off, just like an agreement that this is correct, and then this process is a very agile process of going back and forth and updating the content. Really, the purpose of the expert is really to give me as much raw material or references as possible, and then to give me a thumbs up, grade me on whether I got the content correct. But it sounds like that is not. Is that an option, or is that something that would definitely not work in your environment? To be able to do the back and forth where you gather the content and they just give you approval? Or if somebody else wants to join into this conversation. Okay, I think if somebody else want to do, I just want to say that it's not exactly the way we work here. We do strategies and everything, and the writing of the content, it comes after everything is designed, after everything is decided, after the structure of the course is done, and only after that we the expert of content will begin to write the content accordingly to that process, to that structure of the course. So I think it's quite different from what I heard from you. Yes, that is. We are. It's interesting, actually. I didn't realize that before. Just before we continue, I would like to say we are close to the end. So I see that some people are leaving already. So I just want to say thank you to you and to Madame Lafontaine for your participation today. It was really great. Just want to say to everybody, je voudrais dire à tout le monde que l'enregistrement va être disponible plus tard cet après-midi. C'est la dernière atelier de la 4e série. Vous allez avoir des nouvelles pendant l'été sur ce que va être la 5e série. On va essayer de vous réserver des surprises. Mais si vous avez des idées, des intentions, des choses que vous aimeriez explorer, faites-nous les savoir. On est toujours content de mettre les choses en place pour vous. Okay, so I just wanted to say that before everybody is leaving. We can still have a few minutes to continue, and so I thank you, everybody, and see you soon. Go ahead now. I'm done. Thank you very much, Carol. Is there anybody else who works similarly to the way that Carol's work environment works, where they are creating structure, but the subject matter expert writes the content? All right.
I would think that in that scenario, Carol, that one of the best things that you can do is most likely just to continue to see the subject matter experts on a more regular basis, or to create a more formalized process whereby they're giving you smaller chunks of information, and in a way that they are unable to move to the next task until they finish the first task. It seems a bit strange and a bit piecemeal, but I'm not sure exactly how you would deal with an individual who gives you all of the positive thumbs up signs, but then in the end produces something that's completely different. So I hope that it works out with a 100-page document. Now, I'm not seeing too many other people responding to this conversation, so I'm going to guess that it's about that time where everyone's getting ready for lunch. So I'm going to wrap it up. Oh, here we go. Julio is saying, as Confucius said, there's nothing more permanent than change. Isn't that true? Exactly. The only thing permanent is change, and change itself. So thank you, everybody. I really appreciate this opportunity to talk with all of you. Both of this presentation that Isabelle offered was very interesting, and I appreciate hearing all of your opinions as well. Thank you very much. I hope you have a wonderful afternoon. Goodbye.